Alors les lois commencent par l'esclavage, en effet, c'est curieux. Je dirais que d'une manière générale, Mishpatim, c'est un stade de décompression auquel on assiste. Après les hautes révélations théologiques de la paracha Yitro, les grandes révélations je serai qui je serai, etc. On a ici un déluge de lois, et effectivement dans ces lois qui ressemblent un petit peu à un inventaire à la Prévert, les commentateurs essayent de serrer un sens, un ordre, mais il est vrai que cette première leçon est intéressante. On commence par les lois de l'esclavage, tout simplement parce que c'est indexé sur l'histoire que vivent les Bnei Israël. Le droit, dans le droit hébraïque d'une manière générale, est un droit abstrait, bien sûr, mais aussi qui n'est jamais déconnecté, décorrélé de l'histoire. Et un peuple d'esclaves, à peine libéré, a besoin de lois qui, justement, légifèrent l'esclavage. C'est un point déjà tout à fait intéressant. Mais au-delà, certains commentateurs insistent sur une autre fonction plus profonde encore et qui a trait celui-là à tout le droit hébraïque dans l'ensemble. C'est le fait que, puisque au sortir d'Égypte, en fait, commence la pensée politique de la vision hébraïque. Comment construire une société qui précisément ne soit plus cette oppression de Pharaon, une société qui opprime ses membres, qui les dirige sans leur assentiment, etc. Donc il s'agit de construire la pensée sociale et politique du judaïsme. Eh bien la première leçon, c'est qu'il faut commencer par s'intéresser aux plus vulnérables, aux plus faibles. C'est une leçon éternelle, et d'ailleurs très très originale, parce que dans la pensée grecque, on a des conversations, on a certains personnages, par exemple le fameux personnage de Glaucon ou de Thrasymach, qui défendent la vision inverse. La vision d'une société juste serait une société où le fort domine le faible, puisqu'il en est ainsi dans la nature. Le droit devrait refléter cette inégalité des individus et donner la primauté au fort. Et donc on voit bien que la pensée juive ici s'inscrit en faux contre toutes ces pressions de l'oppression. Précisément, une société ne peut être solide que si elle commence par s'intéresser à ces éléments les plus vulnérables. Abraham Ibn Ezra avait ce beau commentaire en disant « Le principe général, c'est qu'il ne faut jamais utiliser la force contre plus faible que soi ». C'est quelque chose qui fait réfléchir aussi dans nos propres vies. Et donc là, on a quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Oui, une société juste est une société qui commence par s'intéresser aux plus faibles. Dans ce déluge de lois qui commence avec Mishpatim, il y a effectivement une injonction qui revient 36 fois, les sages ont compté, de Lotoné, veger lotoné, tu ne contristeras point l'étranger. Veger lotilchatz, tu ne pressureras point. Et même plus avant, d'une manière psychologique, ve'aftem et aguerre, vous aimerez l'étranger parce que vous avez été vous-même étranger en Égypte. C'est une prescription un peu contre-intuitive parce que précisément, c'est pas forcément facile d'aimer l'étranger. Et pourquoi ce serait l'objet d'une injonction? Alors là aussi, il y a une réflexion tout à fait profonde, politique, psychologique, sociale de la Bible. Le problème de la question finalement, c'est qu'est-ce qui nous rend humains, qu'est-ce qui nous rend sensibles à l'autre. Et c'est très intéressant parce que la réponse juive est très différente de la réponse philosophique, par exemple. Les philosophes ont des théories différentes. On sait que Platon ancre la vertu dans la connaissance. Nul ne fait le mal par inadvertance. Donc si on fait le mal, c'est qu'on ne sait pas que la chose est bien. D'autres écoles philosophiques, David Hume, 17e, 18e siècle, philosophe écossais, dira que la vertu est ancrée dans les prédispositions humaines à l'altérité, à l'empathie envers l'autre. On sait que Kant aura une autre définition de l'éthique par la raison, en imaginant que cette raison puisse être universelle. Mais comme sur ce sujet, comme sur bien d'autres, la Torah n'est jamais théorique a priori. Elle ne cherche pas une définition de la chose pour ensuite en faire une théorie. Elle part de quelque chose de très réaliste et en même temps de quelque chose d'évolutif. Elle part du fait qu'en fait nos sentiments moraux se construisent par rapport à notre groupe. Un je naît toujours dans un nous. On est toujours dans un groupe humain quelconque, juif, national, défini par la sociologie. Enfin, il y a de multiples, évidemment, de manières de définir un groupe, mais l'identité personnelle se construit toujours de manière première par rapport à un groupe qui nous permet de grandir avec une certaine sécurité identitaire, on va dire. Mais le problème de grandir dans le groupe, c'est que aussi, assez rapidement, se focalise un nous et un eux, ceux qui ne font pas partie du groupe,
et on a une tendance naturelle à l'empathie envers les membres de notre groupe, et une tendance naturelle à l'aversion, ou en tout cas ou à la méfiance, ou à la froideur, ou à l'indifférence envers les individus qui ne font pas partie de notre groupe. Et c'est ça que cherche à corriger la Torah. Là aussi, il y a une injonction absolument fondamentale pour construire une société juste. Il nous faut dépasser cette chose naturelle qui fait qu'on s'intéresse naturellement aux siens plus qu'aux autres. Nachmanide a de très très belles paroles sur l'étranger en disant le guerre, il relie ça à une racine gargir, le grain, le petit grain. Le petit grain. Un guerre, par définition, dans une société allogène, enfin qui n'est pas la sienne de référence, est un étranger, est un petit grain ballotté, donc qui est marqué par l'impuissance politique, il ne peut rien parce que ce ne sont pas ses codes, et une vulnérabilité psychologique que souligne la Torah. Au verset, par exemple, de l'Exode, chapitre 2, 22, elle enfanta un fils qu'il nomma Gershom en disant « Je suis un émigré sur une terre étrangère ». Cette psychologie de l'étranger, de l'émigré dans une société qui n'est pas la sienne, il faut y prendre garde, et à ces vérités humaines, j'ai envie de dire anthropologiques, du fait qu'on grandit naturellement en aimant davantage les siens que les autres, il faut contrebalancer ça. Il y a aussi la mémoire, le poids de la mémoire. L'éthique juive intègre la mémoire historique. On avait vu pour l'esclavage. Il faut se souvenir, il faut aimer l'étranger parce que nous avons aimé, nous-mêmes été étrangers en Égypte. Nachmanide, là aussi, dit « Vous connaissez le cœur de l'étranger. Vous savez qu'il est déprimé, qu'il soupire et pleure à chaque instant et que ses yeux sont constamment tournés vers Dieu, comme nos ancêtres l'avaient été en Égypte. » Donc, il y a une nécessité anthropologique, il y a la nécessité de construire une société juste, et puis il y a la mémoire, tout simplement, de l'histoire, la compassion historique à travers la mémoire, très très important pour construire une société juste. Alors pourquoi aimer son ennemi? Là aussi, il y a une injonction un peu contre-intuitive. On a vu qu'il nous fallait aimer l'étranger, mais cette deuxième injonction, pourquoi aimer son ennemi? Là aussi, approche très réaliste de la Bible qui part du verset suivant. « Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-lui au contraire à le décharger avec lui. » Donc en gros, si on voit un ennemi voilà, en prise avec une difficulté avec son âne, il faut l'aider. Il y a même des commentaires qui disent prioritairement par rapport à un ami qui passerait, mais il y a une subtilité ici. Il faut être à la fois réaliste, et ça nous donne aussi la bonne définition de la pensée sociale quelque part de la vision hébraïque. C'est-à-dire qu'il se cale sur ce petit mot que j'ai cité en français. Je vais en citer les derniers mots en hébreu parce qu'ils sont essentiels pour comprendre la subtilité de l'interprétation. Il y a donc si ton âne, si tu vois son âne ployé sous le fardeau et ton ennemi, aide-le, etc. Azov, ta azov immo, aider, tu l'aideras avec lui. Ce qui veut dire azov, ta azov, c'est une formule intensive pour dire vraiment, vraiment, oui, il faut l'aider. Immo avec lui. Et c'est vrai que ce immo dépasse un petit peu, et c'est précisément sur cette petite incongruité grammaticale que vont se focaliser les sages en disant oui, tu dois aider l'ennemi, mais immo avec lui, si seulement il accepte. C'est-à-dire que là, il y a la nécessaire collaboration, soit de la personne qu'on connaît pas, soit de l'ennemi. C'est-à-dire que si cette personne, sachant que pétri de nos devoirs sociaux, on va l'aider et que lui-même s'assoit de côté en disant bah de toute façon tu as cette obligation de m'aider donc vas-y fais-le. Alors évidemment on ne l'aide pas à ce moment-là. Il faut que ce soit immo, il faut que lui-même veuille consentir à être aidé. Et là on voit toute la subtilité à la fois de l'éthique juive qui va très très loin jusqu'à imaginer d'aider son ennemi, alors qu'encore une fois c'est absolument pas naturel. Il y a un très beau commentaire du Targum Onkelos, une des premières traductions de la Bible, qui dit « Tu te débarrasseras assurément de la haine que tu portes en ton cœur envers lui ». Là, la leçon sociale, elle est puissante, c'est qu'on peut pas construire une société juste en gardant de la haine, y compris avec ses ennemis. Donc c'est en se forçant quelque part à aider son ennemi qu'on extirpe aussi la haine psychologique que l'on peut avoir, encore une fois, peut-être naturellement aussi, envers des gens qui nous sont très extérieurs ou qui nous veulent du mal aussi, tout simplement. Et donc, mais il y a une limite, yesh gvul, il y a toujours une limite à tout, et pour effectivement pouvoir aider cet ennemi,
il faut que lui-même accepte aussi d'être aidé. On voit ainsi, hein, on l'a vu à travers les lois sur l'esclavage, à travers la loi sur aimer l'étranger, aider son ennemi ici dans notre commentaire, toute la hauteur, l'ambition morale, éthique du judaïsme, et en même temps ce réalisme extrême qui part de la manière même dont l'homme fonctionne pour le tikkun, pour le takenoto, pour le réparer lui-même, pour essayer de l'améliorer, pour le tirer vers les valeurs, sans jamais partir d'une position théorique a priori, comme on peut le faire en philosophie, par exemple, mais fondée, encore une fois, sur la réalité humaine, pour construire une société juste. C'est ça l'enjeu de l'esclavage. Il faut se débarrasser, il faut sortir d'Égypte, mais il faut aussi sortir l'Égypte de nous-mêmes. Et ça, c'est pas facile, et ça se fait à travers des choses peut-être contre-intuitives, mais qui garantissent la construction d'une société juste. Shabbat Shalom.